Première partie. Chapitre 1. Présentation de Charles Bovary. Un garçon d'une quinzaine d'années entre au collège de Roanne dans la classe de 5e. Tout en lui, son maintien comme sa mise, est ridicule. Ce nouveau, Charles Bovary, est un gars de la campagne. Il arrive d'un village aux confins du pays de Caux et de la Normandie où ses parents se sont retirés. Son père est un incapable qui n'a su qu'accumuler les échecs. Sa mère, aigrie, cherche à compenser ses déceptions par son amour pour son fils. Charles Bovary quitte le collège à la fin de la 3e pour étudier la médecine à Roanne. Très médiocre étudiant, il réussit cependant à passer l'examen d'officier de santé qui permettait à l'époque d'exercer la médecine sans avoir le titre de docteur en médecine. Il s'installe à Tost et sa mère lui fait épouser une veuve de 45 ans, Madame Dubuc, qui est laide mais qui a du bien. La vie conjugale paraît être au jeune homme une nouvelle prison. Chapitre 2. Première rencontre de Charles et d'Emma Rouault. Une nuit d'hiver, Charles est appelé à la ferme des Bertaux. Le père Rouault, le maître des lieux, un paysan qui paraît assez aisé, vient de se casser la jambe. L'officier de santé est sensible au charme de mademoiselle Emma, sa fille. Il multiplie les visites aux Bertaux, jusqu'au jour où son épouse jalouse lui interdit d'y retourner. Au début du printemps, le notaire de celle-ci disparaît en emportant ses fonds, la laissant à demi ruinée. Elle meurt brusquement une semaine plus tard. Ainsi s'achève la première expérience conjugale de Charles. Chapitre 3. La demande en mariage. Peu après, le père Rouault l'invite aux Bertaux, pour le distraire. Il revoit Emma et, durant l'été, prend conscience de son amour pour la jeune fille. À l'époque de la Saint-Michel il se décide à la demander en mariage. La noce est fixée au printemps suivant. L'hiver sera occupé par les préparatifs. Chapitre 4. La noce. Description et récits mêlés, l'arrivée des invités, le cortège, la table, le départ des invités, la nuit de noces, le retour à Tost. Chapitre 5. Première déception d'Emma. La maison de Charles, il découvre dans 1000 petits détails le bonheur près d'Emma. Mais la jeune femme est loin de faire semblable découverte. La réalité ne correspond pas à ce qu'elle a lu dans ses livres. Chapitre 6. L'éducation et les rêves de la jeune Emma au couvent. Par un retour en arrière, le chapitre évoque l'influence de la littérature, des images et du couvent sur un tempérament sentimental. Emma a lu Paul et Arginiel, s'est délectée de livres pieux, de romans sentimentaux et historiques, de poèmes romantiques. Elle a rêvé devant des images pieuses, des assiettes peintes, des gravures anglaises ou exotiques représentant des scènes d'amour. Chapitre 7. Les réalités de la vie conjugale. Charles s'émerveille de trouver en Emma une épouse accomplie, sachant aussi bien conduire convenablement son ménage, que dessiner, jouer du piano, recevoir avec élégance mais il est, pour son compte, totalement dépourvu de mystère et de raffinement, et la jeune femme que l'ennui menace doit se heurter, de plus, à l'hostilité jalouse de sa belle-mère. À la fin de septembre, pourtant, un événement vient rompre la monotonie de son existence, les deux époux sont invités à un bal à la Vaubyessard, chez le marquis d'Andervilliers. Chapitre 8. Le séjour au château de la Vaubyessard. Description du château, dîner, bal, souper. Emma, émerveillée, découvre un autre monde. Le retour à Tost est silencieux et morose. Dès le lendemain la jeune femme se réfugie dans le souvenir de ce bal. Chapitre 9. Les rêveries d'Emma. Ce qu'elle vient de vivre offre un nouvel aliment à l'imagination d'Emma. Elle rêve de Paris et se met à lire Balzac et Eugène Sue. Mais rien ne peut assouvir ses désirs vagues et elle s'irrite de plus en plus de la sottise absolue de son mari. Les saisons se succèdent, l'ennui s'accroît et le caractère de la jeune femme s'altère 1 an et demi après le bal de la Vaubyessard, on lui trouve une maladie nerveuse et Charles, qui est resté 4 ans à Tost, doit se résoudre à déménager à Yonville pour changer, Emma, d'air. Emma est enceinte quand le ménage quitte Tost. Deuxième partie. Chapitre 1. Yonville-Abbaye et ses habitants. La situation d'Yonville. L'église, les halles et la mairie, la pharmacie, l'auberge du Lion d'Or. Madame Lefrançois, patronne de l'auberge, prépare le dîner, on attend les Bovary. Monsieur Homais, le pharmacien, est là, il bavarde inlassablement. Entre ensuite le percepteur, Binet, et le curé, Bournisien. Enfin, la diligence arrive, les Bovary descendent en même temps que l'heureux,
le marchand d'étoffes et de nouveautés. Chapitre 2. Un dîner au Lion d'Or. Pendant que le pharmacien et l'officier de santé s'entretiennent de l'exercice de la médecine, Emma engage une conversation romantique avec Léon Dupuis, clerc de notaire et habitué de l'auberge, qui dîne avec eux. Ils se confient leur goût commun. Chapitre 3. Naissance de Berthe, amitié amoureuse. Emma donne naissance à une fille, qui sera prénommée Berthe. Après le baptême, la petite est mise en nourrice, chez Madame Rollet. Mais Tuvache, la femme du maire, trouve qu'Emma se compromet pour être allée voir sa fille au bras de Léon. Chapitre 4. La vie à Yonville. La vie se poursuit avec une monotone régularité. Emma guette chaque jour le passage de Léon. Le dimanche, Homais reçoit, on joue au 31, à l'écarté, au domino, Léon et Emma regardent ensemble l'illustration, on échange des cadeaux. Le jeune homme voudrait déclarer sa flamme à Emma. Sa timidité l'en empêche. Chapitre 5. Emma découvre l'amour et ses souffrances. En février, une promenade aux environs d'Yonville en compagnie des Homais et de Léon donne l'occasion à Emma d'opposer la platitude de Charles au charme du jeune homme. Elle comprend qu'elle est amoureuse de lui. C'est le lendemain que survient l'heureux pour lui proposer des écharpes, des cols brodés et autres colifichets. Elle résiste à la tentation et s'efforce par la suite d'être une maîtresse de maison accomplie. Son calme apparent cache, en fait, une douloureuse lutte intérieure entre des sentiments violents, amour pour Léon, orgueil de rester vertueuse, haine à l'égard de son mari. Chapitre 6. Emma et le curé. Départ de Léon. Un soir d'avril, l'Angélus rappelle à Emma le souvenir de son couvent. La religion, peut-être, pourrait l'aider. Elle se rend à l'église dans le dessein de confier son trouble au curé. Mais le dialogue entre elle et lui n'est qu'une suite de malentendus grotesques qui laissent la jeune femme aussi malheureuse qu'avant. Léon de son côté s'enfonce dans la mélancolie. Il décide alors de partir pour Paris et vient faire ses adieux à Emma. Au cours de la soirée qui suit son départ, Homais annonce que des comices agricoles auront lieu dans l'année à Yonville. Chapitre 7. Rodolphe Boulanger. Le chagrin d'Emma s'apaise peu à peu mais les mauvais jours de toast recommencent. Elle a des malaises, se passe quelques fantaisies, achète par exemple une écharpe à l'heureux. Un jour de marché, Rodolphe Boulanger, le nouveau châtelain de la Huchette, entre en contact avec les Bovary à l'occasion d'une saignée à faire à un de ses fermiers. Il trouve Emma très jolie. Célibataire et coureur de jupons invétéré, il décide aussitôt de la séduire. Chapitre 8. Les comices agricoles. À la mi-août, tout le village est en fête pour la solennité des comices. Rodolphe n'attendait que cette occasion pour faire sa cour à la jeune femme. Il s'arrange pour être seul avec elle et c'est ensemble qu'ils assistent à l'examen des bêtes, à l'arrivée des notables, et que, du premier étage de la mairie, ils entendent les discours officiels, auxquels Rodolphe apporte le contrepoint de ses lieux communs séducteurs. Les discours sont suivis de la distribution des récompenses. La fête se termine par un feu d'artifice. Homais rendra compte des comices dans un article du Fanal de Rouen, dont il est le correspondant. Chapitre 9. La chute d'Emma. Au premier jour d'octobre, Rodolphe rend visite à Emma. Il joue d'abord la comédie du désespoir, puis de l'amant romantique et, Charles survenant, suggère pour la santé d'Emma l'exercice du cheval. Sur l'insistance de son mari, la jeune femme part donc un jour pour une promenade à cheval en compagnie de Rodolphe. Yonville dépassé, il pénètre dans une forêt. C'est là qu'Emma s'abandonne à son compagnon. Les rendez-vous des deux amants seront désormais quotidiens. Dans son exaltation, la jeune femme pousse même la hardiesse jusqu'à se rendre de bon matin, et chaque fois qu'elle le peut, au château de Rodolphe. Celui-ci commence à prendre peur. Chapitre 10. Évolution des sentiments d'Emma. Emma est elle-même gagnée par la crainte car elle rencontre Binet au retour d'une de ses escapades matinales. C'est donc sous la tonnelle du jardin des Bovary qu'auront lieu les rendez-vous pendant tout l'hiver. Mais Rodolphe à la fin se lasse. Emma elle-même, à l'arrivée du printemps, bien que toujours subjuguée, prend conscience du sentiment douloureux qui l'étreint. Elle rêve à son enfance et dresse le bilan amer de son existence après la lecture d'une lettre naïve et charmante de son père. Il lui prend des accès de tendresse maternelle et elle voudrait revenir à son mari. Chapitre 11. L'opération du pied-bot. Sur la sollicitation d'Homais et d'Emma, Charles se laisse convaincre d'opérer de son pied-bot Hippolyte, le garçon d'écurie du Lion d'Or.
L'opération se déroule bien, et Emma se prend à éprouver quelque tendresse pour son mari. Malheureusement les complications surviennent vite, la jambe d'Hippolyte se gangrène. C.M. Canivet, célèbre médecin de Neuchâtel qui doit pratiquer l'amputation de la cuisse. La déception est totale pour Madame Bovary. Humiliée d'avoir pu croire encore son mari capable d'être autre chose qu'un médiocre, ses dernières velléités de vie vertueuse disparaissent, elle se détache irrémédiablement de lui et retrouve Rodolphe avec ardeur. Chapitre 12 Projet de fuite. Sa passion pour son amant ne fait que croître désormais. Elle s'engage de plus en plus, donnant prise sur elle à l'heureux par les dettes qu'elle contracte pour offrir des cadeaux à Rodolphe. Celui-ci, incapable de comprendre cet amour, la traite sans façon. Il acquiesce pourtant à son projet de fuite ensemble, qui est enfin fixé au début de septembre. Tout est prêt, l'heureuse une fois de plus a procuré le nécessaire et les amants se quittent à minuit l'avant-veille du départ. Mais Rodolphe sait déjà qu'il ne partira pas avec Emma et sa fille. Chapitre 13 La lettre et le départ de Rodolphe. Rentré chez lui, Rodolphe écrit une lettre à Emma pour justifier sa décision et la lui fait porter le lendemain à 2 heures. La jeune femme comprend au premier mot et s'enfuit au grenier où, dans un vertige, elle a la tentation du suicide. Redescendue pour le repas, elle entend passer le tilbury de Rodolphe et perd connaissance. Une fièvre cérébrale la clouera au lit jusqu'au milieu d'octobre, où elle aura une rechute. Chapitre 14 La convalescence d'Emma. L'heureux, dont on apprend qu'il est un commerçant avisé et un usurier retors, se montre plus menaçant et plus arrogant. Charles, qui ne peut rembourser les dépenses engagées par sa femme, doit souscrire un billet et même lui emprunter de l'argent. Dans l'inaction de sa convalescence cependant, Emma reçoit des visites du curé et sombre dans la dévotion. Elle a des accès de mysticisme naïf, veut devenir sainte, s'adonne à des lectures pieuses qui l'ennuient et se livre à des charités excessives. Mais ces velléités ne durent que jusqu'au début du printemps. Un jour, après une conversation avec le curé sur la moralité du théâtre, Homais suggère aux Bovary d'aller à Rouen assister au spectacle. L'idée est mise à exécution dès le lendemain. Chapitre 15 Au théâtre. Les Bovary arrivés en avance ont tout le temps d'observer la salle, puis le décor. Évocation du ténor Lagardy et des effets de la musique sur Emma. À l'entracte, Charles, qui est allé chercher un rafraîchissement pour sa femme, a rencontré Léon. Leclerc vient saluer Emma. Il a acquis plus d'aisance et, au café où il a emmené les Bovary, s'arrange pour faire rester la jeune femme un jour de plus à Rouen. Troisième partie. Chapitre 1 Les débuts d'une nouvelle liaison. Léon se rend à l'hôtel de la Croix-Rouge où Emma est descendue. Une longue conversation s'engage, où les deux personnages s'exaltent en évoquant leur rencontre à Yonville, leur peine, leur rêve. Leclerc obtient un nouveau rendez-vous pour le lendemain à la cathédrale. Emma dès son départ écrit une lettre pour se dégager de ce rendez-vous mais, ne sachant pas l'adresse de Léon, décide qu'elle la lui remettra elle-même. Le lendemain, Léon se promène dans la cathédrale en l'attendant. Emma arrive enfin, lui tend un papier, se ravise, puis va s'agenouiller. Comme ils allaient enfin partir, le Suisse s'approche et leur fait visiter le monument, à la grande impatience de Léon qui n'ose les conduire et subit sans broncher ses explications. Débarrassé de l'importun, il peut proposer une promenade en fiacre à Madame Bovary, et c'est une longue et suggestive traversée de Rouen en voiture fermée qui clôt le chapitre. Chapitre 2 La mort du père Bovary et la procuration. Emma est à peine rentrée à Yonville qu'elle doit passer chez Homais, dont elle trouve la maison toute bouleversée. Justin, l'aide de l'apothicaire, a commis une faute grave, il a pris, pour faire les confitures, une bassine dans le capharnaüm où son maître range l'arsenic. Homais apprend enfin brutalement à Emma la nouvelle qu'il était chargé d'annoncer, le père de Charles est mort. Le lendemain, les deux époux, aidés de Madame Bovary mère, préparent les affaires de deuil. C'est alors que l'heureux se présente pour faire renouveler un billet et suggérer à Emma d'obtenir une procuration de son mari. Elle offre à Charles de se rendre à Rouen pour consulter le clerc de notaire sur cette question. Prétexte à un séjour de 3 jours. Chapitre 3 Une vraie lune de miel. Évocation des 3 jours passés à Rouen en compagnon de Léon, leur dîner dans une île, les retours en barque au clair de lune. Chapitre 4 Visite de Léon à Yonville, ardeur musicale d'Emma.
Impatient de revoir sa maîtresse, Léon vient à Yonville. Il dîne au Lion d'Or et rend visite au Bovary. Les deux amants décident de trouver un moyen de se voir régulièrement. Emma fait de nouvelles dépenses auprès de l'heureux. Elle s'arrange pour que son mari lui permette de se rendre une fois par semaine à Rouen, le jeudi, pour y prendre des leçons de piano. Chapitre 5. Les jeudis d'Emma. Les jeudis d'Emma s'écoulent de façon rituelle, le départ d'Yonville au petit matin, la route, le panorama de Rouen, la ville qui s'éveille, la chambre douillette des rendez-vous, puis le retour et la rencontre d'un horrible aveugle, qui la trouble. Emma s'abandonne avec fougue à sa passion. Elle prend l'habitude de mentir pour tenir secret les motifs réels de ses voyages. Mais l'heureux, un jour, l'aperçoit au bras de Léon. Il profite de la situation pour la pousser à vendre une propriété, après lui avoir demandé le remboursement de ses dettes, et il lui fait signer de nouveaux billets à ordre. La situation financière du ménage est de plus en plus précaire et quand la mère Bovary dont on a demandé l'aide l'apprend, elle fait une scène qui provoque une attaque de nerfs de sa rôle fille. Rien pourtant n'arrête Emma qui même, un soir, reste à Rouen. Charles s'y rend en pleine nuit et ne la retrouve qu'à l'aube. Après cet incident, Emma ira désormais à la ville quand l'envie lui en prendra. Léon est de plus en plus subjugué. Chapitre 6. Déception. Un jeudi, Homais prend la diligence pour Rouen en même temps qu'Emma. Il veut y retrouver Léon qu'il avait un jour invité à revoir les lieux de sa jeunesse. Le clerc doit subir son bavardage pendant de longues heures sans oser se débarrasser de lui. Emma, exaspérée, quitte l'hôtel où elle l'attendait. Elle se rend bien compte, alors, de tous les défauts de son amant et, bien que toujours avide de ses caresses, elle ne peut plus se cacher désormais l'alternance de déception et d'espoir que connaît sa passion affaiblie. Une menace de saisie la ramène à la conscience des questions matérielles. L'heureux lui fait signer de nouveaux billets, à échéance rapprochée. Il lui faut de l'argent, elle se fait payer des factures de son mari, vend de vieilles choses, achète dans l'intention de revendre, emprunte à tout le monde, engage même un cadeau de noces au mont-de-piété. Tout dans sa maison annonce la ruine et le laisser-aller. Léon, cependant, soucieux de respectabilité au moment de devenir premier clerc, est fatigué d'Emma et s'ennuie avec elle. La jeune femme en est aussi dégoûtée mais n'a pas le courage de le quitter. Un soir, en rentrant à Yonville après une nuit passée au bal masqué de l'ami Carême, elle apprend la nouvelle de la saisie de ses meubles. Une visite à l'heureux ne fléchit pas le négociant, qui se montre brutal et cynique. Chapitre 7. La saisie. Madame Bovary se sent traquée. Le procès-verbal de saisie, un samedi, suivi le surlendemain de l'annonce de la vente, la contraint aux démarches les plus humiliantes. À Rouen d'abord où, le dimanche, elle n'essuie que refus de la part des banquiers et ne reçoit qu'une promesse vague de Léon, elle va même jusqu'à lui suggérer de voler à son étude l'argent dont elle a besoin. À Yonville ensuite, le notaire la reçoit sans égard mais s'enhardit à déclarer une passion cachée, tandis que Binet s'esquive. Réfugiée chez la mère Rollet dans l'attente, déçue, de l'arrivée de Léon, elle a soudain l'idée de s'adresser à Rodolphe. Chapitre 8. Dernière démarche, et la mort. Emma est d'abord toute tendresse en retrouvant son premier amant. Mais Rodolphe ne peut lui donner les 3000 francs qu'elle demande. Il ne les a pas. La jeune femme alors s'emporte et le quitte bouleversée. Dans sa souffrance, elle a des hallucinations. Elle court chez Homais, y avale de l'arsenic du Capharnaüm, puis rentre chez elle. Les premiers effets de l'empoisonnement se font vite sentir. Charles affolé ne sait que faire, Homais propose une analyse, et quand, après les adieux d'Emma à sa fille, Canivet puis le grand Hurlarivière arrive, il constate qu'il est impossible la sauver. Après l'ornée des médecins chez un de tant d'honneur, Madame Bovary reçoit Elmer en entendant pour la dernière fois la chanson L'aveugle, qui arrive à Yonville pour y prendre une que l'apothicaire lui a proposée lors de sa rencontre sur la route de Rouen. Chapitre 9. La veillée funèbre et la douleur de Charles. La douleur de Charles est immense. Il conserve à peine assez de bon sens pour ordonner les dispositions funèbres. Homais et Bournisien veillent la morte tout en discutant âprement de questions théologiques. Après l'arrivée de Madame Bovary mère, les visites et la toilette funèbre, la deuxième veillée commence. Homais et le curé se disputent de nouveau entre deux hommes et Charles, éperdu, sombre dans le désespoir. Puis Emma est mise en bière. Chapitre 10. L'enterrement.
Le père Rouault s'est évanoui en voyant les draps noirs. Obsèques religieuses, cortège funèbre dans une campagne printanière, inhumation, douleur du père et son départ. Ce soir-là, tandis que Rodolphe et Léon dorment, Charles veille en pensant à sa femme disparue. Chapitre 11. La fin de Charles. Tous les créanciers, alors, s'acharnent sur le pauvre Bovary. Félicité, la bonne, le quitte en emportant la garde-robe d'Emma. Léon se marie. Charles retrouve au grenier la lettre de Rodolphe. Il choisit un mausolée pompeux pour la tombe, et se brouille définitivement avec sa mère. Sa fille seule lui reste. Il découvre un jour toutes les lettres de Léon et ne peut plus douter de son infortune. Un jour du mois d'août il rencontre Rodolphe et lui dit ne pas lui en vouloir. Le lendemain, sa fille retrouve Charles mort sur le banc du jardin. Homais, lui, est comblé, il vient de recevoir